Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Isabelle Villard et je travaille pour le service public de Wallonie, plus précisément pour la direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter la conception des aménagements cyclables. Donc, je vais aborder différents points. Tout d'abord, quand faut-il séparer ou non les cyclistes de la circulation générale? Quels sont les types d'aménagements cyclables qui existent et quels sont les autres aménagements favorables aux cyclistes? J'aborderai également la continuité cyclable en carrefour et hors carrefour. Quelques mots également sur l'utilisation de la couleur et je terminerai par vous présenter des documents de référence. Alors la première question que l'on se pose en tant qu'aménageur, c'est faut-il séparer ou non les cyclistes de la circulation automobile? La décision à prendre va se baser sur une analyse multicritère qui va tenir compte de différentes variables qui sont notamment la vitesse effective du trafic, le V85, mais également sa densité, sa composition, est-ce qu'on est en présence de poids lourds, d'un tram par exemple, où se situe-t-on dans la hiérarchisation des voiries, est-ce qu'on se trouve le long d'une voirie de transit ou dans une voirie locale, quelles sont les largeurs dont on dispose pour créer cet aménagement cyclable, y a-t-il des intersections, de nombreux carrefours sur cet itinéraire cyclable ou des entrées carrossables? Est-on en présence de stationnement et si oui, comment est-il organisé? Est-ce que la visibilité est bonne? Qu'en est-il du relief? La vitesse effective et la densité de trafic sont des variables qui sont particulièrement importantes à prendre en compte. D'une part parce qu'elles vont mettre en évidence le différentiel de vitesse lors des dépassements et des croisements des cyclistes par les autres usagers et l'importance de ces mouvements en fonction de la densité du trafic. Le graphique que je vous propose ici permet de dégrossir la situation pour décider si oui ou non il faut séparer ou mélanger les cyclistes aux autres usagers de la voirie. Il est clair que lorsqu'on se trouve avec des densités de véhicules relativement faibles et des vitesses faibles, on va privilégier la mixité des différents usagers. Tandis que lorsqu'on se trouve avec des densités et des vitesses élevées, là on va plutôt prôner la séparation, qu'elle soit visuelle ou physique, pour assurer aux cyclistes un confort et une sécurité objective. Par contre, lorsque l'on se trouve dans cette zone grisée ici, la situation devra être analysée au cas par cas pour savoir s'il faut séparer ou non les cyclistes des autres usagers. Il est évident également que ces variables vitesse et densité ne peuvent pas être analysées indépendamment de celles que je vous ai présentées dans le slide différent et que l'on peut agir sur ces variables, aussi bien pour des diminutions de densité de trafic, on peut agir notamment sur la hiérarchisation des voiries, mais également abaisser les vitesses pour pouvoir atteindre ces zones de mixité. En ce qui concerne les aménagements cyclables proprement dit, on peut définir grosso modo 3 grands types d'aménagements. Donc des aménagements qui vont être favorables à la mixité, où le cycliste va partager la voirie avec les autres usagers, qu'ils soient piétons ou automobilistes. On est clairement dans ce cas dans le bas du tableau que je vous ai présenté, densité et vitesse faible. Cas d'application, mais ce sont des centres urbains, des voiries de quartier. Donc ce sont des aménagements conviviaux et relativement faciles à mettre en œuvre qui vont favoriser la qualité de l'espace public, le partage de l'espace public. Mais l'inconvénient, effectivement, c'est la communication par rapport à ce partage de l'espace public et comment chaque usager va s'y retrouver. Parmi les aménagements qui sont favorables à la mixité, on peut citer la zone piétonne, qui, comme son nom l'indique, est d'abord une zone destinée à la circulation des piétons, mais qui peut être ouverte aux cyclistes quand la signalisation routière le prévoit. Cette signalisation peut également prévoir des restrictions d'accès. Ainsi, dans une zone piétonne avec de nombreux commerces, on pourrait très bien interdire l'accès aux cyclistes un samedi après-midi, lorsque la densité des piétons rendrait la circulation des cyclistes difficile et les obligerait sans doute à mettre pied à terre. Autre type d'aménagement, la zone résidentielle ou de rencontre. Ce sont des zones où la vitesse est limitée à 20 km/h et donc favorable à la circulation des modes actifs et notamment des piétons, puisque ceux-ci peuvent utiliser toute la largeur de la voirie, qui d'ailleurs ne présente pas de distinction entre la voirie carrossable et le trottoir. Il n'y a pas de différence de niveau. On est dans un aménagement de plein pied, de façade à façade.
Les cyclistes en tant que conducteurs peuvent utiliser ce type de voirie, mais ils ne peuvent pas mettre les piétons en danger ni les gêner. Il y a également la zone 30 qui est annoncée par le panneau F4A en entrée et F4B en sortie. Ce type d'aménagement est facile à mettre en œuvre dans les centres urbains, dans les quartiers d'habitat. Et outre la signalisation de police qui est obligatoire, il est demandé pour renforcer la lisibilité de ce type d'aménagement de créer un effet de porte de type trottoir traversant ou chicane pour bien rendre l'accès de cette zone lisible. Je voudrais également vous parler d'un aménagement qui est spécifiquement dédié aux cyclistes. Il s'agit de la rue cyclable. Et en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, en fait, il s'agit d'une voirie où la vitesse est limitée à 30 km/h et sur laquelle le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voirie si elle est à sens unique ou la largeur de sa bande si la voirie est à double sens. La particularité de la rue cyclable, c'est que, bon, si bien sûr elle est accessible aux voitures, l'automobiliste ne peut pas dépasser le cycliste. Donc, il faut être particulièrement attentif lorsqu'on veut créer une rue cyclable, de bien choisir sa localisation. Il faut que cette rue présente un potentiel de cyclistes important, plus important que celui des voitures. Il faut choisir des voiries avec un gabarit compact et sur des sections relativement courtes. Faire attention également aux revêtements, prévoir un revêtement confortable et donc éviter par exemple des voiries pavées qui pourraient être pénalisantes pour le cycliste. Éviter également des rues présentant un dénivelé important qui pourrait ralentir le cycliste et peut-être générer l'énervement de l'automobiliste qui le suivrait. Donc c'est un aménagement particulièrement intéressant, mais il faut toujours bien analyser le contexte pour que ce concept de rue cyclable soit bien compris, bien appliqué et qu'il ne génère pas des frustrations et des conflits. Alors, le code de la route ne prévoit que la mise en place de la signalisation F111 en entrée et F113 en sortie pour la rue cyclable, mais pour bien rendre l'accès à cette rue visible, nous préconisons également d'apposer au sol le dessin qui est repris sur la signalisation routière, c'est-à-dire le rond bleu sur lequel se trouve une voiture de couleur rouge devant laquelle se trouve un cycliste. Pour bien différencier la rue cyclable, on peut également prévoir un revêtement coloré, soit sur toute la longueur de la rue cyclable, soit sur les premiers mètres. Dernier type d'aménagement, la bande cyclable suggérée. En fait, c'est un aménagement qui n'est pas repris dans le code de la route. Il s'agit en fait d'un marquage qui va mettre en évidence la présence d'un itinéraire cyclable et donc de cyclistes et qui va affirmer la mixité dans la circulation. La bande cyclable suggérée peut être matérialisée soit par une bande colorée continue ou par une alternance de picto-vélos et de chevrons. Autre type d'aménagement cyclable, ce sont les aménagements séparés. Ici, on va parler de la séparation visuelle qui est matérialisée par la piste cyclable marquée. Et dans notre tableau d'aide à la décision, on se trouve dans la zone centrale assurée, c'est-à-dire là où le choix de l'aménagement va se faire au cas par cas. Donc on se trouve ici dans des voiries de transit où on peut rencontrer des vitesses faibles avec un trafic important ou à l'inverse un trafic faible avec des vitesses de l'ordre de 50 km/h voire plus. L'avantage de la piste cyclable marquée, c'est que le cycliste se trouve sur la voirie et il est donc bien visible des autres usagers. Il s'agit également d'un marquage, donc il est facile à mettre en œuvre, peu coûteux, facile d'entretien puisqu'il est contigu à la voirie. L'inconvénient, c'est que le cycliste est proche de la circulation et donc cette circulation peut être une source de stress important. Il y a également le problème du stationnement sauvage et il faut également faire attention à l'ouverture des portières lorsque cette piste cyclable marquée se trouve le long d'une zone de stationnement. Alors la piste cyclable marquée est matérialisée par deux lignes parallèles de traits pointillés blancs. Il s'agit d'un aménagement qui est toujours unidirectionnel. La largeur standard est de l'ordre de 1,30 m avec marquage, mais lorsque la place disponible le permet, on peut augmenter la largeur de la piste cyclable, voire même
lorsque le trafic est très important, prévoir le marquage d'une ligne continue blanche pour créer une zone tampon entre la circulation automobile et le cycliste proprement dit. Alors, il faut également être attentif lorsqu'on a une piste cyclable marquée le long d'une zone de stationnement, de bien matérialiser la zone tampon entre la zone de stationnement et la piste cyclable pour éviter le problème d'ouverture des portières. Alors, autre grande famille d'aménagements cyclables sont les aménagements qui sont séparés physiquement de la circulation automobile, donc c'est la piste cyclable séparée. Ici, dans notre tableau d'aide à la décision, on situe bien évidemment sur la droite donc des vitesses et des densités de véhicules importantes, ce qui impose la séparation physique pour pouvoir assurer la sécurité de la circulation des cyclistes. Alors, on a trois types d'aménagements qui sont repris dans le code de la route. On a d'abord la piste cyclable D7, l'aménagement cyclopéton D9, donc où là, les piétons et les cyclistes se partagent l'accotement avec une distinction des espaces qui leur sont dédiés, et l'aménagement cyclopiéton D10, où là, piétons et cyclistes se partagent l'espace. Alors, les cas d'application, donc on est, je vous disais clairement, dans des zones où le trafic est élevé et les vitesses élevées. Ce type d'aménagement étant séparé, on a une sécurité objective du cycliste puisqu'il n'est pas dans la circulation routière. Ce sont des aménagements donc assez conviviaux. Maintenant, l'inconvénient, c'est la réinsertion du cycliste dans la circulation automobile, c'est d'assurer aussi la sécurité en carrefour. Ce sont des aménagements donc séparés, donc on a besoin d'une certaine emprise, qui ont un certain coût aussi. Et dans le cas des aménagements cyclopiétons, dont notamment le D10, il peut y avoir des conflits avec les piétons quand ceux-ci sont relativement, leur densité est relativement importante. Alors, aménagement de la piste D7, là on peut avoir un aménagement unidirectionnel mais également bidirectionnel. La séparation physique peut être matérialisée soit comme ici par un alignement d'arbres, mais ça peut être simplement aussi une bordure qui va faire la séparation entre l'aménagement cyclable et la voirie carrossable. La piste D9, où là en fait l'accotement enfin l'espace est divisé en un espace dédié spécifiquement à la circulation des cyclistes et un autre espace à la circulation des piétons. On peut faire la différence soit par un marquage axial pour séparer les deux parties, soit par une différence aussi de revêtement ou de couleur dont je vous parlerai d'ailleurs à la fin de cet exposé. Et enfin l'aménagement cyclopiéton D10, où là le piéton et le cycliste partagent le même espace. Bon, c'est un aménagement un peu fourre-tout, enfin bon, qu'on conseille qu'on ne conseille généralement pas parce que bon, ça peut créer des conflits entre les piétons et les cyclistes. Un autre type d'aménagement cyclable séparé, c'est le chemin réservé. On se situe toujours ici dans des zones où les vitesses et où la densité de trafic peuvent être relativement élevées. Le chemin réservé est signalé par le panneau F99 A ou B en entrée et F101 A ou B en sortie. Ce panneau va reprendre les différentes catégories d'usagers qui peuvent emprunter le chemin. Donc, par exemple, ici, on a les 4 catégories cyclistes, piétons, cavaliers et pédélec, mais on pourrait très bien décider de limiter l'accès aux seuls piétons et cyclistes. L'exemple du F99B qui est représenté ici. Le panneau F99, c'est également la signalisation qui est utilisée pour le Ravel, donc les anciennes voies ferrées, les chemins de halage, mais on le trouve également sur les chemins de remembrement ou le long de voiries, notamment des voiries de liaison intervillages. L'avantage du chemin réservé, c'est d'abord qu'il est séparé de la circulation et donc il peut assurer une certaine sécurité et un confort pour le cycliste. Mais son principal intérêt, c'est que cet aménagement n'est pas obligatoire. En fait, le cycliste aguerri pourrait très bien décider
de ne pas utiliser le chemin réservé parce qu'il estime qu'il y a trop de piétons, par exemple, et rester sur la voirie sans être pénalisé pour autant. L'inconvénient par contre de ce type d'aménagement, bien c'est toujours l'aménagement des carrefours et quand il y a plusieurs catégories d'usagers qui circulent sur ce chemin, il peut en résulter des conflits. Il faut d'ailleurs toujours prévoir des largeurs suffisantes de l'ordre de 2,50 m voire 3 mètres actuellement. Et puis c'est aussi un aménagement qui peut avoir un certain coût puisqu'il est séparé de la voirie et que vu parfois sa situation, un éclairage peut s'avérer nécessaire. Donc le chemin réservé qui est repris donc dans le code de la route, qui est accessible aux seuls usagers dont le symbole est représenté sur les panneaux. Ici donc on a le panneau de type B où les espaces dédiés aux différents usagers sont spécifiés. Alors quelques exemples d'aménagement de chemin réservé. Donc par exemple le long d'une voie d'eau ou un chemin qui est uniquement accessible aux cyclistes, ce qui est tout à fait possible, ou encore un chemin réservé qui borde une voirie. Alors à côté de ces trois grandes familles d'aménagement cyclable, mixité, séparation visuelle et séparation physique, il existe d'autres types d'aménagements qui sont favorables aux cyclistes. Par exemple la pose de la signalisation de sens unique limité, signalisation qui va permettre aux cyclistes de prendre les sens uniques, ce qui peut être dans certains cas très avantageux pour eux et leur éviter des détours qui peuvent être pénalisants. Ce sens unique limité, notamment, doit être généralisé et est obligatoire si la vitesse dans la voirie est inférieure ou égale à 50 km/h et si la largeur, la place disponible, le passage libre disponible est de 3 mètres minimum. Maintenant, on ne viendra pas placer de sens unique limité s'il y a des problèmes de sécurité, notamment manque de visibilité ou de voirie qui est en courbe. À ce moment-là, on ne posera pas ce type de signalisation. Autre petit aménagement plutôt sympathique pour les cyclistes, c'est l'impasse débouchante, le 45B. Donc en général, on avait ce panneau voie sans issue qui parfois débouche sur un petit chemin, un sentier qui n'est pas accessible aux voitures, mais qui l'est aux piétons et aux cyclistes. Et donc cette impasse débouchante permet de donner l'information que la rue débouche sur une voirie accessible aux modes actifs. Il y a également les sites partagés bus-vélo. Bon, ben ça, il s'agit d'une solution win-win pour les cyclistes et les bus quand la place disponible ne permet pas d'offrir à chacun son propre espace pour circuler. Voilà, dans les grandes lignes, les bandes bus peuvent être ouvertes aux cyclistes si la signalisation F17 le précise. Voilà, donc si le petit picto vélo est repris sur le panneau de signalisation, le cycliste peut emprunter la bande bus ou dans le cas des sites spécial franchissables, panneau F18. Pareil aussi, si le picto des cyclistes est repris sur le panneau de signalisation, le cycliste est autorisé à prendre la bande bus. Donc, comme je disais, c'est un aménagement à mettre en œuvre quand on n'a pas la place pour faire un véritable aménagement cyclable. Mais bon, voilà, ça peut être une solution gagnante. Alors, la zone avancée pour cyclistes tous sas vélo est un aménagement qui est créé au niveau du carrefour à feu et qui va permettre aux cyclistes, lorsque le feu est au rouge, de pouvoir remonter la file de voitures et de venir se positionner devant les voitures. Donc, il est plus visible d'une part, il ne se trouve pas dans les gaz d'échappement et surtout, il a une meilleure position pour poursuivre son chemin lorsque le feu passe au vert et notamment lorsque le cycliste va tourner sur la gauche. Alors, autre type de signalisation favorable aux cyclistes, les B22 et B23. Donc, ce sont ces triangles sur pointe qui reprennent un petit vélo et une flèche, soit vers la droite, soit tout droit. Le B22 autorise le cycliste à franchir le feu lumineux afin de tourner à droite et le B23 à continuer son chemin tout droit. Bon, il est bien évident que pour placer ce type de signalisation, il faut veiller à ce que la situation, le contexte le permette, puisque le cycliste ne doit pas couper le flux de circulation dans le cas d'un B23, et il est toujours débiteur de priorité par rapport aux autres usagers de la route.
Alors en région wallonne, ce qu'on demande aussi, c'est que lorsqu'on est sur une voirie régionale, c'est qu'après le feu, il y ait un aménagement cyclable réglementaire, donc repris dans le code de la route. Donc par exemple une piste cyclable ou un F99, mais en tout cas pas une bande cyclable suggérée puisque c'est un aménagement qui n'est pas repris dans le code. Sur les voiries communales, il n'y a pas d'obligation d'avoir un aménagement cyclable après le feu, mais bon, il est toujours conseillé au moins d'avoir un aménagement sur les premiers mètres. On a aussi besoin d'une bonne visibilité entre les usagers et il faut aussi que la configuration géométrique du carrefour se prête à la mise en place de ce type de signalisation pour éviter les conflits entre les différents usagers. Alors un cas particulier qui est la voie centrale banalisée, qui est un aménagement cyclable que l'on trouve très fréquemment aux Pays-Bas, mais aussi en région flamande, et qui consiste à rendre le passage de cyclistes, mais aussi de piétons, plus lisible, notamment sur des voiries de connexion intervillages, où il y a peu de trafic, mais où la vitesse est importante et de l'ordre de 90 km/h. Bon, c'est un aménagement qui est encore à l'étude en région wallonne, donc qui n'est pas un aménagement non réglementaire, non repris dans le code de la route, et donc on souhaiterait faire quelques tests complémentaires et l'intégrer dans le code de la route. Et donc pour le moment, c'est un aménagement en cours d'étude, donc qui n'est pas recommandé, mais bon, on espère que la situation va évoluer d'ici les prochains mois. Alors qu'en est-il de la continuité cyclable en carrefour? Eh bien, voilà, dans le cas d'une piste cyclable marquée, par exemple, au premier cas, on se trouve sur une voie prioritaire, donc indiquée par le signal B9 ou B15. Bien, à ce moment-là, pour autant qu'il y ait une piste cyclable qui se prolonge, enfin, qui existe au-delà du carrefour, eh bien, on va poursuivre le marquage dans le carrefour. Et le cycliste est prioritaire. S'il y a des problèmes de visibilité, de sécurité, on peut éventuellement renforcer ce marquage de pointillés par une coloration, voire même la position de picto-vélo pour rendre la piste cyclable plus visible. Si on se situe dans un carrefour à priorité de droite, à ce moment-là, il n'y a pas de marquage de piste cyclable et surtout pas de coloration et pas de picto-vélo. Alors, dans le cas de pistes cyclables séparées, type D9 ou D7, par exemple ici le cas d'une piste D7 bidirectionnelle, eh bien à ce moment-là, si nécessaire, on va rapprocher cette piste cyclable de la voirie carrossable afin que le cycliste soit bien visible de la part des automobilistes, notamment des automobilistes qui souhaitent tourner à droite. Et on va poursuivre donc cette piste cyclable séparée par le marquage au sol de traits discontinus, donc piste cyclable marquée en carrefour. Et donc le cycliste est prioritaire dans ce cas. On veillera également à avoir une traversée de plein pied, donc pour un meilleur confort du cycliste. Donc ici les exemples de traversée de carrefour par une piste cyclable D7. Alors, qu'en est-il de la bande cyclable suggérée? Eh bien, voilà, c'est toujours le même principe. Si on se trouve sur une voie prioritaire, eh bien, on va à ce moment-là poursuivre le marquage de picto-vélos qui sont plus visibles, plus compréhensibles que le chevron dans le carrefour, pour autant qu'il y ait une bande suggérée au-delà du carrefour. Si nécessaire, on pourra colorer cet aménagement en rouge s'il y a un problème de visibilité ou de sécurité. Lorsqu'on se trouve dans un carrefour à priorité de droite, le principe c'est qu'on interrompt le marquage et surtout pas de couleur pour ne pas donner un faux sentiment de sécurité et de priorité aux cyclistes. Voilà, la continuité cyclable hors carrefour, donc il s'agit de la traversée cyclable dont la définition est reprise dans le code de la route. On va retrouver cette traversée cyclable donc, qui est matérialisée par deux lignes parallèles de carrés blancs, notamment en giratoire, mais également pour des raisons de sécurité, par exemple, il y a beaucoup de véhicules qui tournent à droite, on est obligé de repousser la traversée cyclable hors du carrefour. À ce moment-là, on va matérialiser cette traversée cyclable par ces carrés.
Et cette traversée cyclable sera aussi annoncée par le panneau F50. Alors, utilisation de la couleur. Il y a quelques années, le SPO a demandé à l'IBSR de réaliser une étude sur cette thématique. Et donc, deux grands principes ont été mis en évidence. D'abord, l'utilisation de la couleur rouge, qui signifie en général un danger. Donc, on utilisera la couleur rouge dans les aménagements cyclables que pour attirer l'attention des cyclistes ou des automobilistes sur des zones de conflit potentiel, des zones dangereuses. Et donc la couleur rouge ne sera utilisée que ponctuellement pour signaler ces zones de conflit. Et donc on n'utilisera pas ça, on ne colorera pas l'aménagement sur toute la longueur de son tronçon. Donc par exemple en carrefour, s'il y a une zone de conflit potentiel, on ne colorera que les traversées cyclables qui sont prioritaires pour ne pas induire le cycliste en erreur. Ici, quelques exemples de coloration. Donc, zone de réinsertion, conflit potentiel, ici traversée pour une entrée carrossable ou en carrefour. Autre grand principe est l'utilisation des nuances de beige, d'ocre ou de gris. Qui seront utilisés en voirie pour mettre en évidence des aménagements spécifiquement destinés aux cyclistes. C'est par exemple la rue cyclable, mais ça peut être aussi l'aménagement de bandes cyclables suggérées. Donc alors, on privilégiera des nuances plutôt beige ou ocre. Hors voirie, on utilisera ce type de couleur pour distinguer les différents espaces dédiés à certaines catégories d'usagers. Et lorsqu'on aura un aménagement cyclo-piéton, on colorera en beige ou en ocre la partie qui est dédiée aux cyclistes. Voilà. Le principe ici, aménagement cyclo-piéton, deux types de grilles, aménagement ocre pour la partie cyclable, et ici une traversée cyclable à mettre en évidence en rouge, plus qui se poursuit par un aménagement cyclable séparé, coloré en ocre. Et enfin, pour terminer, un petit mot sur les documents de référence qui existent. Il y a tout d'abord le site de la Sécurotech qui reprend toute une série d'informations sur la sécurité routière en général et les aménagements cyclables en particulier. Donc, cette Sécurotech fonctionne avec des mots-clés. Donc, je vous invite franchement à aller voir ce qui s'y trouve. Et bon, cette Sécurotech est en train de s'étoffer. Il y a de nouvelles fiches qui sortent régulièrement, donc allez voir régulièrement sur le site. Et en attendant que la Sécurotech soit finalisée, vous pouvez toujours consulter les guides et fiches techniques qui se trouvent sur le site Ravel, donc dans la documentation Ravel. Je voulais apporter quelques précisions par rapport à cet exposé, parce que depuis le 1er septembre 2020, le code gestionnaire a été modifié et il reprend actuellement des articles qui sont spécifiques à la région wallonne. Parmi ces modifications wallonnes, on peut citer notamment l'article 12.3 bis qui concerne les zones de rencontre et résidentielles. Les conditions d'implantation de ces zones ont été simplifiées. Et le code du gestionnaire dit maintenant que l'accès doit être clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou par les deux, et que l'aménagement doit être cohérent avec la limitation de vitesse et l'usage par les piétons de ce type de zone. Donc on ne parle plus ici de l'aménagement de plein pied de façade à façade. L'article 12.13 bis qui concerne le signal qui indique le passage pour vélo, le signal F50, qui devient facultatif, ce qui permet d'éviter de l'implanter en même temps que le signal F49 qui lui signale le passage piéton. Et l'article 18.4, dont le dernier alinéa, qui interdisait le marquage des passages vélos au carrefour et au rond-point, c'est-à-dire la double ligne de carré, est à présent supprimé.